Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur De Ligne, votre télé-régionale de proximité. Nous allons parler d'amour ce soir. Bonsoir Geneviève Grimler. Bonsoir Karl. L'amour, c'est votre domaine depuis des décennies puisque vous êtes le personnage central, j'allais dire, du musée des amoureux et du patrimoine sungovien qui est donc à Werrenshus. Si vous êtes là, c'est parce que bon, c'est le mois de la Saint-Valentin et c'est pour vous peut-être aussi la renaissance de la saison peut-être de votre musée. C'est-à-dire que je suis dans ce musée, on est les derniers rescapés avec Wolf Hubert depuis 34 ans. Mais le musée, il a ouvert en 1999. Mais on tient encore à ce que ça continue, qu'il y a d'autres personnes qui, après nous, vont continuer. Alors, il faut quand même parler de ce musée. On a souvent entendu dire que c'est peut-être le plus petit musée qui existe. On dit que c'est le plus petit musée, peut-être c'est vrai. Effectivement, il n'a que 20 mètres carrés. Mais je peux vous dire qu'on a beaucoup de matériel parce qu'on a trouvé à bien le rassembler. C'est-à-dire que tout est bien classé parce qu'il n'y a effectivement pas beaucoup de place. Alors justement, avant que ce soit un musée, c'était quoi ce bâtiment? Ce petit bâtiment, c'était une laiterie. Pendant la guerre, c'était même la morgue. Et donc, on a eu ce petit bâtiment vraiment délabré, il n'y avait pas de tuiles. Et nous, les bénévoles, on a tout refait. Donc, on a fait beaucoup d'expositions pour pouvoir rentrer de l'argent. Comment est né ce musée? En fait, ce musée est né grâce à André Göpfert. André Göpfert voyageait beaucoup parce qu'il mettrait des abribus en place dans tout l'Est jusqu'à Paris. Et lui, il a commencé à collectionner les cartes d'amoureux. Et ça nous a donné goût. Et au bout de quelques mois, on s'est dit, mais il faudrait intégrer aussi les photos, puisque l'amour, en principe, devrait aboutir au mariage et après avoir des enfants. Et c'est comme ça qu'on a encore intégré les photos du Sungo. Et nous sommes actuellement 70 villages à y participer. Avec donc un patrimoine de plusieurs dizaines de milliers de pièces, je crois. C'est-à-dire pour les cartes postales, nous avons environ 30 000 cartes postales répertoriées dans différents classeurs. Et pour les photos, nous sommes actuellement à environ 22 000 photos. Et alors vous-même, comment vous êtes entré dans cette aventure? Vous collectionniez déjà les cartes postales d'amoureux, les photos du Sungo? J'avais toujours une âme de collectionneuse parce que dès petite, puisque je fais aussi des pains d'épices, j'ai encore ma première image de pain d'épices. Les gens pensaient qu'on recevait beaucoup de pain d'épices, pas du tout. J'en avais une et je pense que j'avais toujours cette fibre collectionneuse. Et donc j'ai rencontré André Göpfert à cause d'une photo, d'une ancienne photo, et ça a tout de suite fait tilt. Et puis voilà, je suis dans l'association, donc avec Hubert aussi, depuis le début. Alors justement, les pains d'épices, donc habituellement, je crois que c'est en novembre, vous faites une exposition d'images de pains d'épices à Hirzing. Hein. Oui, mais je le fais toujours pour une très bonne action, c'est-à-dire que personne, même les gens qui aident, personne ne prend le moindre centime. Donc on l'a fait cette année, puisqu'on a sans qu'on soit sur place, je suis quand même arrivée à donner 4 950 € de bénéfices pour la Ligue contre le cancer et les mutilés de la voix. Alors, que raconte votre musée? Qu'est-ce qu'on trouve? Donc, des photos, des cartes postales? Dans ce musée, donc, il y a énormément, la plus grande collection, c'est les cartes postales. Bien sûr, on a aussi des bibelots, on a des poupées Penet. On ne peut pas aujourd'hui montrer un musée sans avoir Raymond Penet. Donc, on a un foulard Raymond Penet, un disque, on a les poupées et donc des bibelots. Pourquoi le choix de Werrenshus pour ce musée? C'était pas un choix. M. Göpfert André vivait à Werrenshus et on cherchait longuement un local. Et lui, il insistait quand même un peu que ce soit Werrenshus. Et on a eu l'opportunité d'avoir cette petite laiterie, mais comme je dis, très délabrée, sans toit. Hein. Mais donc, il est arrivé là-bas comme ça, par hasard. Et depuis le temps, donc depuis plus de 20 ans maintenant que ce musée existe, vous n'avez jamais voulu le déménager pour avoir plus de place? Nous aurions les plans, on a déjà les plans avec un pass pour agrandir ce musée. Malheureusement, à notre âge, on n'a pas les moyens de payer tout ça. Et à notre âge, c'est difficile de faire un emprunt. Parce que je vais vous dire, quand on a débuté, nous étions 9 personnes à faire un emprunt pour faire ce musée. Mais aujourd'hui, à notre âge, ce n'est plus possible de faire un emprunt. Et vous savez, quand
quand les instances vous disent on vous aide, mais vous recevez 1 000 € par ici, ça ne suffit pas. Et donc, il suffirait qu'on ait un mécène. Les plans sont faits, tout est fait, avec un pass pour enfin, tout ce qu'on peut imaginer et une grande salle pour pouvoir visiter. Comment fonctionne cette association aujourd'hui? Pour l'instant, elle fonctionne encore bien parce qu'on a toujours trouvé des petites méthodes, c'est-à-dire que pendant quelques années, on a fait une collection ville et village, donc le Sungo vu par les artistes peintres, et après une collection, le Sungo vu par les photographes. Et là, nous avions eu beaucoup de chance, on a fait ces cartes postales à 350 exemplaires, numérotées, et nous avons eu de la chance d'avoir chaque fois 250 abonnés. Donc, on a chaque fois bien pu avancer. Ça a bien rentré l'argent. Après, j'ai fait différents livres où l'argent est aussi entré dans l'association. Voilà. On est dans le patrimoine. Est-ce que, par expérience, vous avez constaté que le Sungo a profondément changé en quelques décennies? Je pense que le Sungo a changé comme toute autre région. Mais vous savez, quand on a nos expos et qu'on voit les gens, moi j'ai l'impression que je suis en 1960, quand on voit les gens qui sont tellement émerveillés, ben, je veux dire effectivement, le Sungo a profondément changé. On ne peut plus comparer cette période de 50 à 60. Alors chaque année, un certain nombre de maisons alsaciennes, donc à Colombage, disparaissent du paysage. Est-ce que vous avez le souvenir de maisons qui étaient marquantes, qu'on aurait pu sauver? Oui, mais je pense que ça revient quand même maintenant. Moi, je trouve que les jeunes se prennent de nouveau à changer la maison de leur grand-mère, ce qui n'était pas le cas il y a une trentaine d'années. Ou par exemple, dans ma jeunesse, ah oui, on voulait que des maisons modernes. Hein. Mais là, je trouve que c'est quelque chose de super, parce que maintenant, ces jeunes s'intéressent quand même à ce patrimoine. Le patrimoine, c'est la mémoire finalement. Patrimoine, c'est la mémoire, et je crois que nous, on devrait être des passeurs de mémoire. Comme j'ai dit tout à l'heure, on doit être une chaîne, mais un maillon de cette chaîne, et il ne faut pas la casser, il ne faut pas casser cette chaîne, sinon ça ne continue plus. Et nous, on est là pour donner envie que ce patrimoine continue. Vous avez des documents donc, qui ont plus de 100 ans? Oui, les plus belles cartes postales, elles datent de 1890 à 1910. Ça, c'est de la période, l'âge d'or de la carte postale. Et c'est des cartes postales superbes. Après, avec les guerres, vous savez, c'était du papier moins. Et puis, on a aussi essayé de beaucoup commercialiser. C'est-à-dire que là, vous avez beaucoup trouvé des cartes qu'on a fait. Une série de 12, par exemple. Comme ça, le garçon qui voulait écrire à sa fiancée était obligé d'acheter 12 cartes. Hein. Au début, ils étaient un peu éloignés sur la photo et ça se termine par le baiser, vous voyez. Mais entre 1890 et 1910, moi, par exemple, j'affectionne spécialement les Valentines. Donc, c'est des cartes qu'on pouvait ouvrir. Mais ce qui était aussi important, c'est que les gens n'avaient pas besoin d'écrire beaucoup. On choisissait le poème et derrière, on pouvait juste encore mettre la signature. Mais cette carte, elle s'ouvre et donc on peut la poser pour toute l'année sur sa commode. Alors, votre défunt mari, à l'époque, il vous avait écrit, justement? Oui, pas beaucoup. Pas beaucoup quand il allait encore en vacances, parce que c'était la période où on n'allait pas encore en vacances avec son fiancé. On restait à la maison si des fois le fiancé partait. Et donc, c'est les uniques lettres que j'ai. Et ces cartes postales, qu'écrivaient finalement les amoureux? Ils avaient une façon particulière d'écrire? Écoutez, au début du siècle, ils n'écrivaient pas beaucoup. Déjà, moi, j'ai reconstitué toute la correspondance de mes grands-parents. Donc, l'album date de 1904. Et puis, vous savez, quand simplement ils voulaient s'écrire « Je t'aime »,« Je liebe dich », parce que chez nous, c'était beaucoup allemand, eh ben, on écrivait déjà un peu, vous savez, à l'envers, il fallait prendre la glace, le miroir, pour pouvoir le lire. Donc, les gens étaient extrêmement pudiques. Ils étaient aussi, on va dire, mais de la gentille naïveté quand vous voyez qu'il y a des cartes postales avec des litanies et que la fille qui avait peur de ne pas trouver de mari priait tous les soirs une litanie. On a des cartes postales spécialement faites comme ça avec des litanies. Quand vous avez des jeunes aujourd'hui qui regardent ces cartes postales d'un temps lointain, finalement, comment réagissent-ils? C'est très variable. Il y a des gens, vous savez, qui ont gardé au fond de ce romantisme. Et d'autres, ils n'en ont rien à faire. C'est comme ça, hein, voilà. On a un SMS et puis voilà, c'est bon. Mais on a encore beaucoup quand même des jeunes qui sont des romantiques.
Les femmes d'aujourd'hui, vous pensez qu'elles sont sensibles à une lettre d'amour, à une carte postale avec un message amoureux? Je le pense personnellement, je le pense, mais étant une romantique, je pense toujours que les autres sont comme ça. Alors, vous évoquiez tout à l'heure Penet. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces personnages? Mais j'aime bien ces personnages tout à fait naïfs, mais qui expriment quand même, chaque dessin qu'il a fait exprime l'amour. Hein. Et donc, moi, je suis fascinée par ces dessins. Et donc, toutes les années, j'ai envoyé hier, j'envoie du courrier dans le village de Saint-Valentin, dans l'Indre. Et eux, M. Penet, il est mort en 1999, il leur a donné l'autorisation, avec ses dessins, de faire un tampon. Et donc, chaque année, il y a un tampon spécial qui se fait. Et donc, j'envoie là-bas les courriers. Les courriers vont revenir pour les personnes qui me les ont confiés. Ils vont revenir chez les personnes tamponnées. On arrive à la fin de cette émission déjà. Geneviève, vous êtes toujours amoureuse aujourd'hui? Amoureuse, ça veut dire on peut être amoureuse de beaucoup de choses. Hein, de beaucoup de choses. Hein. Je veux dire, moi j'ai gardé mon romantisme, on va dire. Hein. Je suis un peu fleur bleue. Très bien. Merci beaucoup. On va peut-être dire quand on peut visiter le musée des amoureux. Ça se visite quand? Généralement le week-end? C'est-à-dire que là, on ouvre donc dimanche pour la Saint-Valentin de 14h30 à 18h. Mais comme la période est un peu difficile, après on recommencera qu'au mois de mai. Parce que normalement, à Pâques, on a toujours 2 jours de grande exposition, mais qu'on ne peut pas faire cette année. Voilà. Merci en tout cas, Geneviève Grimler, pour le musée des amoureux et du patrimoine sungovien à Vernsous. Bonne continuation et restez amoureuse. Merci. Et merci à vous de nous suivre sur le ligne. À bientôt et abonnez-vous. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en ligne à leur course Saint-Patron des repousseurs à votre